Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Green, version à deux dimensions du théorème de Stokes qui est expliqué plus en détail dans une autre vidéo de la chaîne. Si je vous disais qu'il existe un moyen très simple de relier ce qui se passe le long du bord d'une région plane à ce qui se passe à l'intérieur, c'est exactement ce que fait le théorème de Green. C'est un outil central en mathématiques appliquées, utilisé dans de nombreux domaines comme la mécanique des fluides, l'électromagnétisme ou encore la circulation et le flux dans des champs vectoriels. Ce théorème établit un lien entre une intégrale curviligne sur un contour fermé C et une intégrale double sur une région D qu'il délimite. Bref, c'est un pont entre le local et le global, si on veut, entre circulation sur le bord et ce qui se passe au cœur du domaine. C'est ce qu'on va voir plus en détail dans la suite de cette vidéo. Poursuivons désormais avec une intuition physique de ce que représente le théorème de Green, qui pourrait se résumer par cette phrase. Le théorème de Green permet de relier la circulation d'un champ le long d'un contour fermé à la rotation du champ à l'intérieur de la région délimitée. Pour comprendre physiquement le théorème de Green, imaginez donc un champ de vecteurs dans le plan, comme on le voit ici. Ces petites flèches à chaque point peuvent pousser ou faire tourner localement autour d'un point. Maintenant, prenons une courbe fermée, comme un lacet qui entoure une région du plan, comme on le voit ici en rouge. Si on parcourt ce bord et qu'on mesure combien le champ pousse dans notre direction à chaque instant, on obtient une circulation. Ce que le théorème de Green nous dit, c'est que cette circulation autour du bord n'est pas juste un phénomène extérieur. Elle est directement reliée à ce qui se passe à l'intérieur de la surface. Plus précisément, c'est la somme de toutes les petites rotations internes données par le rotationnel du champ qui s'additionnent et produisent cette circulation globale. En résumé, le théorème de Green nous relie ce qu'on voit sur le bord à ce qui se passe à l'intérieur du domaine. Regardons donc désormais la formulation mathématique du théorème de Green, en deux dimensions donc. On va prendre un champ vectoriel f de x, y, qui est de composantes p et q, donc deux polynômes qui peuvent dépendre de x et y. Ce champ vectoriel est défini de manière continue différenciable sur une région D du plan, bordée par une courbe fermée C orientée positivement, comme on peut le voir ici en dessous. On a donc ici notre formulation mathématique du théorème de Green, avec ce membre de gauche ici, qui est une intégrale curviligne, qui représente la circulation de ce champ vectoriel f le long d'une courbe fermée C, orientée positivement. On a donc notre champ vectoriel f qu'on a défini précédemment comme étant composé des polynômes p et q, et notre vecteur infinitésimal dr, qui lui est le vecteur dx, dy. Le produit scalaire entre les deux sera donc tout simplement p dx plus q dy, qui est représenté ici dans cette étape intermédiaire. Donc on a ici tout notre membre de gauche, en fait, avec l'étape intermédiaire au milieu, et notre membre de droite, qui est une intégrale double sur dx dy, avec ce terme-ci, qui correspond en fait à la composante z du rotationnel. Cette intégrale calcule donc la somme de la rotation locale du champ à l'intérieur de la région D. Comment on peut interpréter ça physiquement? Tout d'abord, à l'échelle locale, chaque petit élément de surface génère une rotation microscopique. Alors qu'à l'échelle globale, on peut considérer ça comme la somme de toutes ces petites rotations sur D qui produit une circulation totale sur le bord C, ici en rouge. Vérifions désormais ce théorème de Green avec un exemple simple. On retrouve donc ici notre théorème de Green avec l'intégrale curviligne dans le membre de gauche et l'intégrale double avec la composante z ici du rotationnel de f dans le membre de droite, intégré sur dx dy. Les données de cet exemple sont juste ici. On nous donne un champ vectoriel grand F qui vaut moins y x. Donc en reprenant la manière dont on avait défini f précédemment, c'est-à-dire comme étant composé des polynômes p et q, on aura que moins y c'est le polynôme p, et x ce sera notre polynôme q. On va prendre comme domaine D un disque unité, qu'on définit de la manière suivante, sous cette forme.
Donc pour chaque couple XY appartenant à R carré, ben, on aura que X carré plus Y carré sera inférieur ou égal à 1. Et le bord C sera le cercle unité. Donc c'est-à-dire que donc on définit un cercle de cette manière-ci, et cercle unité ben, sera égal à 1, x carré plus y carré sera égal à 1, comme on peut le voir visuellement ici à droite. On va commencer à procéder avec une paramétrisation du bord C. Ici, comme on travaille avec un bord circulaire, il sera plus judicieux de travailler en coordonnées polaires. Et donc qu'est-ce que la paramétrisation? Ben, on va utiliser donc, comme son nom l'indique, un paramètre, un unique paramètre qui sera notre variable t. T appartient donc à 0,2π, parce qu'on travaille ici en coordonnées polaires, et on définit x et y comme étant égal à respectivement cos de t et sinus de t. Comme ça, on ne fait intervenir plus que le paramètre t dans nos équations. On a donc x de t équivaut cos de t et y de t équivaut sinus de t. Donc à chaque instant t, le point sur le cercle a pour coordonner cos de t, sinus de t. On peut ainsi réécrire notre champ vectoriel f qui valait, comme défini précédemment, moins y x, donc moins y de t, x de t, avec notre paramètre t, et donc en remplaçant tout simplement, on obtient que ce champ vectoriel f, c'est moins sinus de t, cos de t. On peut réécrire notre membre de gauche du théorème de Green, donc cette intégrale curviligne, de cette manière, grâce à la paramétrisation. Donc on a notre champ vectoriel f qui dépend en fait de r de t, parce que r de t, on l'a ici, r de t c'est cos de t, sinus de t. On a que notre champ vectoriel f, ben, il est fonction de r de t, et le dr, c'est tout simplement r' de t dt. R' c'est quoi? C'est dr dt. Donc dr dt, on va le calculer ici, c'est tout simple. On dérive cosinus de t par rapport à t, ce qui nous donne moins sinus de t. Et on dérive sinus de t par rapport à t, ce qui nous donne cos de t. Donc résoudre cette intégrale-ci, l'intégrale curviligne fdr du membre de gauche de notre théorème de Green, revient à en fait à résoudre cette intégrale-ci sur dt, avec t qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc ce sera en fait nos bornes de cette nouvelle intégrale. Il nous reste à effectuer le produit scalaire ici entre f uniquement défini avec le paramètre t et r' de t. C'est le point C juste ici. Donc le produit scalaire est explicité ici. On a donc comme première composante pour f moins sinus de t, et comme première composante de r' moins sinus de t. Donc on effectue le produit scalaire moins sinus de t fois moins sinus de t plus cos de t fois cos de t, puisque on effectue donc le produit entre la deuxième composante de f, cos de t ici, et la deuxième composante de r' de t, juste ici, ce qui nous donne sinus carré de t plus cosinus carré de t, ce qui nous donne tout simplement 1. Et donc c'est ce qu'on a ici dans l'intégrale, le produit scalaire qui vaut 1. On remplace les bornes qui sont 0 et 2π, et il nous reste à intégrer dt entre 0 et 2π, ce qui nous donne tout simplement 2π pour notre membre de gauche du théorème de Green. Pour nous assurer de la véracité du théorème, il ne reste plus qu'à montrer que le second membre de l'équation est lui aussi égal à 2π. Pour ce faire, on va commencer par calculer la composante du rotationnel qui nous intéresse ici, qu'on retrouve ici des dérivées partielles par rapport à x de q moins dérivée partielle de p par rapport à y. C'est donc, comme je l'ai dit au tout début, la composante z du rotationnel de f. Alors si vous savez pas trop ce que c'est le rotationnel, je vous invite à aller regarder une vidéo sur la chaîne qui l'explique. On va tout simplement effectuer donc la dérivée partielle de q par rapport à x, c'est-à-dire dérivée de x par rapport à x, qui nous donne tout simplement 1. Et on va dériver p, donc p, je le rappelle, c'est la première composante de notre champ vectoriel f. Donc notre champ vectoriel f, il est ici, il vaut moins yx, moins y, on l'a défini comme étant p, et x, on l'a défini comme étant q. Donc,
Q on l'a calculé, on l'a dérivé par rapport à X, ça donne 1. Et moins Y qu'on dérive cette fois par rapport à Y, ça nous donne moins 1. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est dérivée partielle par rapport à X de Q, moins dérivée partielle de P par rapport à Y, ce qui nous donne 1 moins moins 1, ce qui nous donne 2. Et on va intégrer cette quantité, donc cette composante Z du rotationnel de F, sur dx dy. Donc c'est bien une intégrale double. On a donc cette intégrale double sur le domaine D. On a 2 qu'on peut extraire de l'intégrale, et on a tout simplement l'intégrale double de dx dy, autrement dit, l'aire de notre domaine D. Et on a dit précédemment dans le contexte, les éléments de données de l'exemple, qu'il s'agissait du disque unité, donc c'est-à-dire que son rayon est de 1, donc son aire, bon bien sûr ici elle a été simplifiée à pi, l'aire d'un disque c'est bien sûr pi r carré, mais comme notre rayon vaut 1, ben, on a que l'aire de ce domaine vaut tout simplement pi, et l'intégrale double vaut finalement 2pi, ce qui est parfaitement égal avec ce qu'on avait trouvé pour notre monde de gauche. Le théorème de Green est donc vérifié. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à donner des recommandations d'autres vidéos à faire sur le sujet ou sur tout autre sujet en lien avec les maths ou la physique. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, et je vous souhaite une excellente journée.